la construction de l'atome. Très bien. Donc, alors, la constitution de l'atome, constitution, je vais écrire. Alors, la constitution de l'atome, constitution, alors, de l'atome. Pour ceux qui parlent sur la notion de l'hydrogénoïde, on va essayer d'avancer et on va essayer d'arriver à la notion d'hydrogénoïde. On va essayer de parler sur ça au fur et à mesure. Il existe beaucoup de gens avec vous qui n'ont pas pu participer parce que c'était en présentiel. Et il existe aussi des gens parmi vous qui ne sont pas de la faculté de médecine d'Oran, d'accord? Donc, pour ces gens-là, je suis obligé de réviser. Donc, je vais faire une révision généralisée et ensuite, on va entamer la suite donc de notre de nos tous les deux derniers tutorats. On va essayer aussi, si j'aurai le temps, c'est pas sûr, si j'aurai le temps, je vais essayer d'organiser des séances, une seule séance ou deux présentielles additionnelles pour ceux qui ont participé dans les deux dernières séances en présentiel. Maintenant, vous êtes en train de réviser, donc suivez avec moi, ça va être une chance pour réviser les notions précédentes. Donc, je répète, pour la constitution de l'atome, donc nous avons la structure de l'atome. Nous avons compris qu'il est composé par le noyau et les électrons et que le noyau il est chargé positivement et que les électrons sont chargés négativement. Très bien. Donc notre modèle initial, c'était quoi? C'était que nous avons un noyau et que nous avons les électrons et ces électrons, ils entourent le noyau. Bon, c'est pas très bien schématisé, mais c'est ça, d'accord? Parce que je suis en train d'utiliser le logiciel. En tout cas, donc nous avons des électrons, c'est en noir, ce que vous êtes en train de remarquer en noir. Donc nous avons des électrons qui entourent le noyau et ces électrons sont chargés négativement, d'accord? Donc ils sont chargés négativement et il entoure le noyau qui est chargé positivement. On l'appelle un noyau très dense, d'accord? Donc le noyau en lui-même, il est composé par deux constitutions. Les premières composantes, c'est ce qu'on appelle les protons. D'ailleurs, c'est grâce aux protons que notre noyau est chargé positivement parce que les protons sont les composantes qui sont chargées positivement. Donc les protons, c'est parmi les composantes qui composent mon noyau et ils sont chargés positivement. D'accord? Donc c'est positif. Et nous avons aussi d'autres composants qui composent le noyau qu'on appelle les neutrons. Et les neutrons sont neutres en matière de charge. Ça veut dire qu'elles sont ni chargées positivement, ni chargées négativement. C'est neutre. D'accord? Donc voilà, c'est les composantes du noyau. Nous avons l'électron maintenant. Pour l'électron, alors il est composé tout simplement par les électrons. Tout simplement. Et les électrons sont chargés comment? Sont chargés négativement. Très bien. Ceci nous a aidé à avoir une organisation sur notre modèle. Ça veut dire que les atomes, on les organise sous forme de X à Z, qu'on appelle nucléides ou bien atomes. On va voir une petite différence par la suite quand on explique. Donc, c'est l'atome qui est composé par X, A, Z. Alors, A, c'est ce qu'on appelle généralement une masse atomique. Il y en a certains qui aiment l'appeler numéro de masse, etc. Et ici, c'est le numéro atomique. Numéro atomique. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une masse atomique? Qu'est-ce que ça veut dire un numéro atomique? Et le X, bien sûr, c'est notre atome. Par exemple, si nous avons de l'oxygène, c'est OAZ. Si nous avons du chlore, c'est ClAZ. Si nous avons, par exemple, je ne sais pas moi, l'hydrogène, c'est AZ. C'est ça. Donc, X, c'est notre atome. On va avancer. Alors, qu'est-ce que ça explique le A? A, tout simplement, c'est ce qu'on appelle c'est tout ce qui compose le noyau. Et quand je vous dis tout ce qui compose le noyau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. D'accord? Et Z veut dire tout simplement le nombre de protons seulement. Donc, Z, c'est le nombre de protons seulement. De protons. Et quand on dit protons, ça veut dire que uniquement les éléments qui sont chargés positivement au niveau du noyau. Mais le A veut dire nombre de protons plus neutrons. Plus neutrons. Ça veut dire, on peut dire que A égale à Z, Z qui est le nombre de protons, plus N
qui est le nombre de neutrons. Et on peut dire aussi que Z égale à Z directement, parce que Z, c'est le nombre de protons. Et aussi, dans un atome qui est stable, qui est équilibré, le nombre de protons égale au nombre d'électrons, mais uniquement dans les atomes. C'est pas dans les ions, d'accord? Dans les ions, ça se fait pas. Mais dans les atomes, on a le nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons. Si on comprend ça, on peut avancer. Alors, nous avons déjà dit que mon noyau est composé par deux composantes. Il est composé par les nucléons. Les nucléons, ça veut dire les protons et les neutrons. Nucléons, parce que c'est tout ce qui compose le noyau. C'est pour ça qu'on dit nucléons, ok? Donc, nos nucléons sont les protons et les neutrons. Donc, nous avons les protons. Protons sont chargés positivement, donc ils ont une charge de Coulomb égale à plus 1,602 fois 10 puissance moins 19 Coulomb. Et vous avez les neutrons. Les neutrons sont chargés tout simplement 0 parce que ils sont neutres. Vous avez l'électron. L'électron, c'est ce qui compose donc le nuage électrique et automatiquement, il doit avoir une charge qui sera le contraire de la charge de proton pour avoir un équilibre électrique. Si l'électron va avoir une charge très importante négativement par rapport à la charge de proton, on n'aura pas un équilibre. Et si c'est le contraire aussi, on n'aura pas l'équilibre. Donc, ça doit être la même chose. Ça doit être aussi 1,602 fois 10 puissance moins 19 Coulomb. Mais par contre, ici, c'est moins parce qu'on parle d'électrons et l'électron, il est chargé négativement. Donc, quand on additionne les deux charges, on aura 0. C'est pour ça que les atomes sont stables. Très bien. Alors, on avance toujours. On va parler sur les nucléides. Alors, nous avons dit déjà que le nucléide est composé, donc on peut le schématiser sous forme de X à Z, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le nucléide. C'est pas un souci. Très bien. Alors, nucléide, c'est une espèce chimique qui appartient à un atome, d'accord? Par exemple, si on parle de l'oxygène, donc par exemple 16, 8, c'est un nucléide, d'accord? Et c'est un atome aussi en même temps. Si on parle de l'oxygène 17, 8 aussi, c'est un nucléide et c'est un atome d'oxygène. Oxygène 18, 8 aussi, c'est un nucléide, atome d'oxygène par exemple, si ça existe. D'accord? Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont des nucléides. Très bien. Alors, ça nous mène à expliquer une notion qu'on appelle les isotopes. Alors, je vous explique une chose. Chacun d'entre vous a un numéro de pièce d'identité. Ça, je le sais. كل واحد فينا عنده un numéro de pièce d'identité. Le numéro de pièce d'identité de chacun d'entre vous lui appartient. Il n'appartient pas à une autre personne. كل واحد عنده son numéro propre à lui. La même chose pour les atomes. Quand on parle de Z, c'est le numéro de la pièce d'identité. Ça veut dire quand vous aurez un atome qui a un Z égale à 8. C'est toujours le même atome, ça change pas. D'accord? C'est toujours le même atome et ça change vraiment pas. Alors, s'il vous plaît, il existe une personne qui a ouvert son microphone. N'hésitez pas à fermer le microphone pour pouvoir bien suivre la séance. Alors, je continue. Donc, nous avons déjà dit clairement que quand il existe un atome qui a un Z égale à 8, c'est toujours le même. Ça veut dire, par exemple, l'atome qui a son Z égale à 8, c'est l'oxygène. Alors, s'il vous plaît, je pense que c'est s'il vous plaît. Donc, je continue. C'est Myriam. S'il vous plaît, votre microphone, des fois, il s'ouvre, donc faites attention. Alors, je répète. Z égale à 8, c'est toujours l'oxygène, ok? Donc, ça veut dire si mon A change et que Z reste 8, on est toujours dans l'élément de l'oxygène. D'accord? Donc, par exemple, si j'ai O8, directement, c'est l'oxygène. Si je vous dis X8, vous savez directement qu'on parle de l'oxygène. OK? Donc, si je vous dis par exemple X6, donc Z égale à 6, ça veut dire directement c'est le carbone. Il n'existe pas
un autre élément qui a un Z égale à 6. C'est toujours le carbone. Donc, quand je vous dis X6, vous allez savoir directement le carbone. D'accord? C'est parce qu'il n'y a que le carbone qui a le C6. OK? Donc, ce qui varie, ce qui peut varier sans changer de nomenclature, c'est le A. Le A, il peut varier. Par exemple, on a le C12, 6. On a le C13, 6. Et on a aussi le C14, 6. Vous remarquez que les A ne sont pas les mêmes. C'est les isotopes, très bien. Mais le Z est resté toujours le même parce que c'est lui à l'origine de la nomenclature du carbone. Donc, très bien. Comment on appelle ces trois éléments? On les appelle, chers amis, isotopes. Parce qu'elles ont le même Z. Donc, c'est les isotopes. Voilà. Donc, c'est des isotopes. Le A varie et le Z le même. Quand on dit que le Z est le même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de protons est le même. Très bien. Et donc, si le A change et que le nombre de protons est resté toujours le même, n'oublions pas que le A égale à Z plus N. Z, c'est le nombre de protons et N, c'est le nombre de nucléons. Le nombre de protons est toujours le même, il est constant. Ça veut dire, quelle est la chose qui est à l'origine de cette variation de A, de 12, 13, 14? C'est le nombre de neutrons. Donc, c'est le nombre de neutrons qui varie. C'est pour ça que nous avons eu cette notion d'isotope. Il y a trois éléments de carbone et ces trois éléments de carbone, ils n'ont pas le même nombre de neutrons. Chaque élément a un nombre de neutrons différent par rapport à l'autre, mais le nombre de protons est resté le même. C'est pour ça que mon Z est resté le même et c'est pour ça que la nomenclature, quand on dit carbone, l'ism carbone est resté aussi le même. D'accord? Donc, c'est ça. Très bien. Ça, c'est une autre notion que j'explique sur le concept des isotopes. D'accord? Donc, quand on parle de C12,6 et on veut donner la composition atomique du carbone C12,6, on dit qu'il a 6 protons parce qu'on a le Z égale à 6 et on dit qu'il a 6 neutrons parce que on a le A égale à 12, 12 moins 6, donc il nous reste 6 neutrons et aussi 6 électrons parce qu'on parle d'atome qui est donc équilibré en matière d'électrons et de protons. Donc le nombre de protons, c'est toujours le même au nombre d'électrons. Très bien. Alors on avance toujours avec les isotopes. On a donc les isotopes, on avait dit qu'ils gardent la même nomenclature, mais il y a une exception qu'on va essayer de mentionner maintenant. Il y a une seule exception, c'est celle de l'hydrogène. Donc quand je vous dis par exemple l'hydrogène c'est H1. Si je garde mon Z, ça veut dire que mon Z, il sera toujours 1. D'accord? C'est toujours 1. Il ne va pas varier. Et que je change mon A, donc le A va devenir 2, ça change de nom. Donc, c'est une exception. C'est la seule exception. Ici, c'était l'hydrogène. Ici, ça va devenir deutérium. Et si j'ajoute un autre A, ça veut dire H3, et que le Z est toujours le même, ça va changer de nom, ça va devenir tritium, cher ami. D'accord? Donc, ça va devenir tritium, si vous avez très bien compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Alors, très bien. Je répète. Alors, nous avons expliqué, nous avons dit que si les isotopes vont garder le même Z, déjà tous les isotopes ont le même Z. Ça veut dire que le nom ne va pas changer. Quand on dit C612, c'est le carbone. Et quand on dit C613, c'est toujours le carbone. C614, c'est toujours le carbone. Pourquoi? Parce que mon Z est resté toujours le même. Si je change de Z, bien sûr, je vais changer d'élément chimique, carrément. Je vais sortir de l'atome. Je vais changer carrément l'atome. Ça veut dire que je vais passer, par exemple, à, je sais pas moi, à un autre atome, magnésium ou un autre atome. D'accord? Donc, ici, je suis dans le carbone parce que je garde mon Z. Le Z est toujours préservé à 6. Donc, je suis toujours au carbone. C'est comme le numéro de la pièce d'identité. C'est le Z. Mais ce qui varie, c'est le A. Ici, on a C12, C13 et C14. Donc, ces trois éléments, on les appelle des isotopes, mais les trois éléments sont appelés carbone. Et si on fait, par exemple, la même chose pour
pour l'azote, on a N. Si on fait la même chose, par exemple, pour l'azote, c'est N, par exemple, 13, 7, N, 14, 7 et N, 15, 7, ça reste toujours l'azote, ça change pas de nom. Par contre, la seule exception est dans l'hydrogène. Hydrogène H1, 1, H2, 1 et H3, 1. Ces trois éléments, ils n'ont pas le même nom. H1, il s'appelle hydrogène. H2, il s'appelle deutérium. Et H3, il s'appelle pression. D'accord? Donc, ça ne garde pas le même nom comme nous l'avons vu dans le cas des azotes ou là dans le cas des carbons ou dans tous les autres éléments, d'accord? Ou tous les autres éléments chimiques que vous connaissez. Très bien. Donc, on avance. Donc, maintenant, on veut comprendre comment on peut calculer la masse des atomes. Comment je vais pouvoir savoir la masse des atomes. Donc, pour la masse des atomes, c'est simple. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Pour la masse des atomes, c'est simple. C'est très simple. Alors, l'atome, de quoi il est composé? L'atome, il est composé d'un noyau et il est composé par des électrons qui vont venir, qui vont entourer mon noyau. D'accord? Très bien. Donc, pour savoir la masse de l'atome, donc tout simplement, un seul atome, la masse d'un seul atome, c'est quoi? C'est l'ensemble de la masse des masses des protons, parce que les protons composent le noyau, plus l'ensemble des masses des neutrons, parce que aussi les neutrons composent les noyaux, plus l'ensemble des masses d'électrons, parce que les électrons aussi, ils composent l'atome. Donc, quand on additionne les protons, les neutrons et les électrons, ça veut dire que nous avons additionné la masse de Gal Mukawinat à l'atome, donc automatiquement, on aura la masse d'un seul atome. Très bien. Alors, pour les masses, on a donc la masse d'électrons, c'est 9,1094 fois 10 puissance moins 31 kg, c'est en kilogrammes. On a la masse d'un seul proton, c'est par exemple, c'est 1,6729 ou 26, pardon, c'est pas 29, c'est 26. 1,6726, 26, pardon. Donc, fois 10 puissance moins 27 kg. Et la masse des neutrons, c'est 1,67. Donc, c'est 49 fois 10 puissance moins 27. Donc, c'est en kilogrammes aussi. Donc, c'est les masses en kilogrammes de chaque électron, de chaque proton et de chaque neutron. Donc, maintenant, on va comprendre comment nous avons pu savoir donc l'élément de l'UMA, ça veut dire l'unité de masse atomique. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Nous avons pris un atome de carbone. Le carbone le plus stable, c'est C12, 6. On va essayer de calculer la masse d'un seul atome de carbone. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la masse d'un seul atome du carbone, c'est... Donc, on sait très bien que le carbone est composé par, nous avons déjà dit ça, par 6 protons, par 6 neutrons et 6 électrons. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 6, on va la multiplier fois la masse des protons, plus on va prendre 6, on va la multiplier fois la masse des neutrons, d'accord? Plus on va prendre 6 et on va la multiplier fois la masse des électrons. Comme ça, on aura la masse d'un seul atome de carbone. Et ensuite, on aura donc la masse de notre atome de carbone qui va nous faire donc 1,99 fois 625 fois 10 puissance, donc 26 kg, moins 26 kg. Donc ça, c'est une masse d'un seul atome. كتلة atome واحد de carbone. D'accord? Très bien, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va avancer. Donc, c'est notre masse d'un seul atome de carbone. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir l'UMA? On a pris cette masse de carbone, qui est égale à 1,99 blablabla. On a divisé sur 12. D'accord? Et ça nous a donné 1,66054 fois 10 puissance moins 27 kg. Et ceci, on l'a fait, حنا درناها بلي تساوي 1 UMA. Donc ça, c'est égal à 1 UMA, unité de masse atomique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on a fait tout ça? Je vais vous expliquer, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous avons pris? Nous avons pris les masses des protons, les masses des neutrons et les masses d'électrons. C'est comme la moyenne, si vous imaginez avec moi.
C'est comme si on a la moyenne. D'accord? Donc, c'est comme si on a la moyenne. C'est comme si on a la masse d'un proton, on a la masse d'un neutron, on a la masse d'un seul électron, et nous avons divisé ces éléments par 3. Nous aurons un résultat. Et ce résultat, on le représente par quoi? On le représente par un seul UMA. D'accord? Vous avez compris? Donc, UMA, c'est quoi? Unité de masse atomique, ça veut dire بغينا ندو الكتلة اللي تعبر على المعدل ما بين parce que la masse du proton بدلها على la masse du neutron. Oui, oui, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Donc, je répète. C'est comme si on a pris la masse de protons, la masse de neutrons, la masse des électrons, et on a pris la moyenne entre ces 3 éléments. D'accord? Donc, c'est comme si on a fait ça. Mais vous allez me dire, on a divisé sur 12, on n'a pas divisé sur 28, sur 18, pardon. Parce qu'on a 6, plus 6, c'est 12, et plus 6, c'est 18. Normalement, on divise sur 18 pour avoir la moyenne. On ne divise pas sur 12. Alors, pourquoi on a divisé sur 12? C'est tout simplement parce qu'on a les protons, la masse de protons, elle est très, très, très importante par rapport à la masse d'électrons. Et même la masse de neutrons, elle est encore très, très importante par rapport à la masse d'électrons. Donc, on a négligé la masse d'électrons. Donc, on a négligé cette 6 qui appartient aux électrons. Nous avons pris uniquement les 6 des neutrons et 6 des protons. Et donc, 6 plus 6, ça fait 12. Et donc, on a pris 12 au lieu de 18 pour avoir une bonne moyenne sur la masse, entre la masse des protons et la masse, des neutrons essentiellement. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est essentiellement pour avoir une bonne moyenne entre la masse des neutrons et la masse des protons. Déjà, regardez avec moi. 1,6054 fois 10 puissance moins 27, c'est très proche à la masse des neutrons. Bon, pas très, très, très proche, mais c'est proche à la masse des neutrons et c'est proche aussi à la masse des protons. D'accord? Donc, vous remarquez très bien que c'est comme si on a fait une moyenne. D'accord? Pour avoir une unité qui va un petit peu dire voilà quelle est la masse de la particule, peu importe la particule que nous avons, d'accord? Qu'elle soit proton ou qu'elle soit neutre, ok? Très bien. Donc, ça c'était l'explication de l'unité de masse atomique. Maintenant, on va descendre, je vais essayer de vous expliquer aussi d'autres grandeurs qu'on utilise beaucoup dans le chapitre d'atomistique, notamment par exemple le nombre d'Avogadro que je vais essayer de vous expliquer aussi. Donc, je vais effacer tout ça pour pouvoir expliquer le reste. Alors, vous remarquez, c'est comme si nous sommes dans un vrai tableau. Alors, pour le moment, est-ce que vous avez compris les notions précédentes que nous avons abordées dans ce tutorat? Si vous avez des questions, très bien. Très, très bien. Alors, pour ne pas ouvrir une autre page, parce que ça va tarder, ça va nous déranger, donc je dois tout effacer. Alors, très bien. Voilà. Pourquoi on a pris l'atome de carbone? Donc ça, c'est une très bonne question que j'ai déjà reçue. J'ai déjà reçu dans le tutorat précédent. Oui. Alors, ceux qui ont participé au tutorat précédent, très bien. Veuillez répondre à la question. Tu as eu ta réponse? Je répète. Très, très bien. Donc, c'est l'atome le plus stable. J'ai expliqué ça la dernière fois dans le tutorat présentiel. Pourquoi nous avons pris le carbone? Vous remarquez déjà le carbone, si vous remarquez très bien, il est stable et d'un côté, il est bon. Pourquoi il est bon? On a 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons. Donc, tout est en quelque sorte équilibré, tout est beau, tout est stable, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on prend souvent le carbone, ok? Très bien. Donc, on avance, on parle maintenant sur le nombre d'Avogadro. Alors, nombre d'Avogadro. Bon, je veux remercier Yacine Bey pour votre remarque, ça me fait un grand plaisir. Merci à toi. Donc, je continue. Donc, on a le nombre d'Avogadro. Nombre d'Avogadro, c'est un. Alors, je vais vous expliquer cette fois-ci le nombre d'Avogadro et d'accord? Donc, écoutez avec moi pour que vous puissiez comprendre. Alors, Avogadro, qu'est-ce qu'il a fait?
Suivez avec moi, s'il vous plaît, et vous allez pouvoir comprendre le travail d'Avogadro. Avogadro, il a pris 12 grammes de carbone. D'accord? 12 grammes de carbone. Ça y est, il a pris 12 grammes. 12 grammes منهم. كتلة 12 grammes. Ça, carbone. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces 12 grammes? Bon, je continue. Qu'est-ce qu'il a fait avec 12 grammes? Écoutez-moi très bien comment il a fait sortir le nombre d'Avogadro. تبعوا معايا مليح. انتم ici, vous êtes الله يبارك, vous faites plaisir, vous êtes 72 présences. C'est un numéro, c'est le troisième record, hein, d'accord? Donc j'ai eu 2 tutorats avant vous, c'était 100 présences, vous êtes le tutorat numéro 3. Donc c'est un tutorat record. Très bien. Vous êtes à 73, 72. Et puisqu'il y a 73 présences, on va dire, par exemple, chacun d'entre vous, il a une masse. Mais, gars, qui m'a dit tout توزنوا كيف كيف. D'accord? Gars, par exemple, توزنوا 50 kg. qui m'a dit tout, غادي توزنوا 50 kg. أنا شو نعرف لا ماس تاعكم كاع كيما درتو. ونعرف لا ماس تاع كل واحد فيكم اللي هي 50. ونعرف بلي لا ماس تاعكم اللي هي 50 في 70. D'accord? Donc نعرف لا ماس توتال تاع كيما درتو. ونعرف لا ماس تاع كل واحد فيكم. Qu'est-ce que je vais faire pour savoir le nombre تاعكم؟ العدد تاعكم ben نعرفه. شنو غادي ندير؟ Je connais la masse totale et je connais la masse de chaque composante. Comment je vais connaître le nombre تاعكم? Allez, dites-moi. Alors, ceux qui demandent l'enregistrement, le tutorat est en cours d'enregistrement, n'ayez pas peur. D'accord? J'ai commencé l'enregistrement au départ et je vais envoyer le tutorat enregistré, mais ça va pas être dans cette semaine ou ça va être un peu plus tard, hein, ok? Alors, je répète. Nous avons dit donc 12 grammes. Oui, donc c'est la masse de tout sur la masse de chacun d'entre vous. Très bien. On divise la masse de tout le monde, la masse totale, sur la masse de chacun. Très, très bien. La masse totale que nous avons ici de carbone, c'est 12 grammes. On la divise par quoi? On la divise par la masse de chaque atome de carbone. N'est-ce pas? Par exemple, il y a كان عندي أنا كل مثلا عندي 4 كريات سوداء وكل كرية سوداء توزن 1 جرام. 1 جرام 1 جرام 1 جرام. والمجموع تاع الكريات السوداء كيما داروا يوزنوا 4 جرام. باه نعرف عدد الكريات شنو غادي ندير؟ غادي ندير 4 نقسمها على 1 اللي هي الكتله تاع كل وحده فيهم. تدخل جي 4. Et en réalité, c'est vrai, j'ai 4 ballons en noir. Donc c'est la même chose. 12 grammes, on la divise par la masse de chaque atome de carbone. هكا اش غادي نديرو؟ هكا غادي نعرفوا شحال عندي من اتوم de carbone. Et comme ça, on a eu un nombre, c'est 6,023 fois 10 puissance 23. C'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. C'est comme ça qu'on a eu le nombre d'Avogadro. Très bien. Donc maintenant, on a eu le nombre d'Avogadro. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On a eu le nombre d'Avogadro. Donc, c'est quoi l'intérêt? Très bien. Le nombre d'Avogadro, ceux qui ont été présents dans les derniers tutorats, s'il vous plaît, dites pourquoi on a fait sortir le nombre d'Avogadro. شنو غادي نديرو به؟ واحد فيكم يحل المايك ويهضر. Je préfère qu'il y ait un nombre. Hein? Pour faciliter le calcul. Très bien. Alors, les hommes ici ne parlent pas ou quoi? Il n'y a que les femmes qui parlent. Alors, donc, c'est pour faciliter, bien sûr, le calcul. Pourquoi faciliter le calcul? Dites-moi. Pourquoi on veut faciliter notre calcul? Alors, en chimie, on a les grandeurs qui sont comment? Qui sont très très grandes. D'accord? En chimie, on a les grandeurs, ils sont très très grandes. Imaginez كون ما عندناش le nombre d'Avogadro. على بالكم كيفاش بقاونا نخدموا مليار ولا 100 مليار اتوم نضربوها في هذه نضربوها في 70 مليار etc. Ça veut dire que les calculs vont être très 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 parce que c'est la chimie. On parle d'atomes et on parle donc des valeurs qui sont très très importantes. غادي نلقاو روحنا فريمون مغبونين. Donc خرجنا le nombre d'Avogadro علاش؟
علاش خرجنا النومبر دافوغادرو pour faciliter les calculs باش نصغروا هذوك الارقام علاش parce qu'on considère le numéro qui est un numéro très important hein. Quand on parle de 6,023 fois 10 puissance 23 جماعه on parle d'un numéro très 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 important on parle تاع الملايير هذه كاع الملايير تاع الملايير رديناها تساوي une mole. Vous imaginez avec moi donc tout ce nombre d'atomes on le considère comme 1. Et en considérant tout ce nombre comme 1, c'est la grandeur que nous avons créée, c'est la mole, une mole. Vous avez compris? Donc c'était ça l'intérêt de notre utilisation. Très bien. Alors il y a une personne qui a posé une question très 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 importante, une très bonne question. Je te remercie pour poser cette question et ça montre que vous voulez comprendre pourquoi. D'accord? Donc je vais vous répondre. Alors elle vous a dit pourquoi دينا 12 grammes علاش ما ديناش 13 grammes علاش ما ديناش 14 علاش ما ديناش 18 علاش ما ديناش 20 علاش دينا 12 alors suivez avec moi parce que c'est grâce à Avogadro من بعد شنو ولينا نديرو ركزوا معايا مليح quand je vous dis par exemple عطوني la masse molaire شنو معناتها la masse molaire masse molaire c'est la masse تاع une mole تاع هذاك الاتوم الكتله تاع une mole تاع هذاك الاتوم par exemple الكتله تاع 6.023 في 10 أس 23 من اتوم تاع كربون ولا الكتله تاع 6.023 في 10 أس 23 تاع الهيدروجين ولا تاع الازوت ولا تاع ميم تاع لي موليكول ولا تاع H2O ولا تاع البيروكسيد tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez en chimie d'accord donc c'est 6,023 fois 10 puissance 23 très bien donc c'est la masse de une mole ça veut dire la masse تاع 6.023 في 10 أس 23 اتوم Très bien, donc c'est ça la masse molaire. Alors, علاش ديناها 12 grammes باش directement, par exemple, quand on parle du N, l'azote شحال le numéro تاعه le numéro atomique تاعه c'est 7. Alors, par exemple, quand on parle de N7, donc N7, par exemple 13, تروحوا تدوا directement هذاك 13 تقولوا بلي la masse molaire تاع N7 13 égale à 13 grammes par mole. Ou là, par exemple, l'oxygène, O14, 8, تروحوا directement تدوا A وتقولوا باللي la masse molaire تاع oxygène 14, par exemple, 8, ou 16, 8, pardon, 16, 8, O16, 8, غادي تقولوا directement c'est 16 grammes par mole. Vous avez compris? Donc, c'est comme ça. Donc, علاش دينا 12, c'est parce que on a pris le A تاع شكون تاع le carbone. Parce que خدمنا بالكربون. Le A تاع شحال? C'était 12. Donc, 6. 12 دينا الأ تاعه خرج لنا من بعد هو نفسه يعبر على une mole 6.023 donc 12 غرام هي كتله تاع 6.023 في 10 أس 23 12 غرام هي كتله تاع une mole ça veut dire نجمو نكتبوا بلي لا ماس مولير تاع الكربون سي 12 6 هي 12 غرام par mole ça veut dire في كل مول عندي 12 غرام في كل عدد افوغادرو في كل 6.023 في 10 أس 23 عندي 12 غرام c'est pour ça que nous avons pris 12. Ok, donc j'espère que vous avez compris. باش directement نجمو ندو la masse من A. باش نسهلوا على رواحنا نقولوا ندو la masse من A. Très bien. Donc voilà, donc c'était ça l'origine de la masse molaire. Alors, on va rentrer dans le détail de la masse molaire et vous allez pouvoir comprendre. Je vais revenir donc هذه قدرتها pour revenir aux isotopes. Je vais réexpliquer. ما تخافوش. Alors, j'ai fait tout ça pour revenir à la notion des isotopes. Alors, les isotopes, nous avons dit qu'ils ont le même Z. Qu'est-ce qui varie? C'est le A. C'est le nombre de neutrons. Donc, quand le nombre de neutrons change, il va changer avec lui le 1, numéro atomique. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. تبعوا معايا مليح. شو قلت لكم دروك قلت لكم بلي la masse molaire qu'est-ce que ça veut dire je répète la masse molaire ça veut dire كي يكون عندي 6.023 في 10 أس 23 اتوم ça veut dire ça veut dire كي يكون عندي une mole d'atome هذه كاع شحال توزن هذه هي la masse molaire ça veut dire كي يكون عندي une mole شحال توزن حنا كي كانت عندنا une mole de carbone شحال كانت توزن 12 عليها دينا 12 غرام on a pris 12 grammes
on a divisé par la masse de chaque carbone. Et on a eu notre nombre d'Avogadro. Donc, ça veut dire qu'avec le nombre, هو يوزن 12 grammes. Donc, allez, هدينا 12. باش من بعد nous ندو directement la masse molaire من A. Par exemple, la masse molaire تاع C12 6, c'est 12 grammes par mol. La masse molaire تاع C13 6, c'est 13 grammes par mol. La masse molaire تاع N14 7, c'est 14 grammes par mol. فهمتوا؟ بتقولوا directement تدو la masse molaire, ça veut dire الكتلة تاع une mol, كتلة تاع une mol هذه هي la masse molaire الكتلة المولية تدوها directement من A. عليها خدمنا بالدوز. كنت باغ اكزومبل تدو تاع لو كلور تدوها من الأ تاعه تدو تاع l'hydrogène par exemple H11 تدوها من الأ c'est 1 gramme par mol. D'accord? Vous avez compris? Donc c'est pour ça que دينا 12 باش من بعد نقدروا ندو la masse molaire من الأ. C'est pour ça que دينا في الأولى 12 في l'expérience تاع Avogadro. Je répète. Donc maintenant on va rentrer dans le détail des isotopes. تبعوا معايا به. Maintenant ceux qui n'ont pas compris au départ, est-ce que vous avez compris maintenant? علاش دينا 12? Est-ce que vous avez compris pourquoi? Très bien. Donc maintenant on va parler sur les isotopes. Suivez avec moi s'il vous plaît. قلنا les isotopes c'est des éléments qui ont le même on va dire le même Z et le A va varier. Très bien. Ça veut dire que le nombre de protons est le même. Ok? Donc on va prendre des exemples et vous allez me dire, d'accord, je vais vous expliquer, vous allez savoir pourquoi on travaille différemment sur la masse molaire des isotopes. أنا كي نقول لكم la masse molaire يا جماعة تاع الكربون c'est 12 6 شعال c'est 12 6 شعال la masse molaire تاعها عطوها لي 12 très bien. Quand je vous dis c'est 13 6 c'est combien? Très bien. Quand je vous dis c'est 14 6 14. Alors تبعوا معايا mais si je vous dis par exemple attendez la masse molaire تاع الكربون ما نقولكمش اسكو هذاك الكربون تاعه ايغال 12 ولا 14 ولا 13 اسكو غادي تعرفوا وين الكربون النيالي non très bien alors هنا très bien alors هنا vous devez suivre avec moi d'accord donc je vous donne l'exemple bon, on va juste prendre un exemple. En réalité, le carbone C12, il est abondant, mais on va changer les données. C'est pas une réalité, hein. La réalité, c'est que le carbone C12, il est très abondant. 100 degrés, c'est pratiquement 99%. Mais je vais changer l'abondance pour qu'on puisse comprendre. Alors, je vais vous expliquer. Les isotopes qu'il y a dans la nature, qu'il y a dans l'univers تاعنا. Par exemple, l'univers تاعنا, le كون تاعنا fait le C12 6, fait le C13 6. في ال C14 6 جميل الكون تاعنا فيه هاد لي زيليمون بصح هاد لي زيليمون ما كاينينش بنفس الكميه كاينين بكميات مختلفه فاهمين دونك avec des pourcentages différents par exemple كاين ان ايزوتوب اللي نجم يكون عندي 60% والاخر شحال يكون par exemple 40% كاين ايزوتوب اللي غادي يكون عندي ب 30% et un autre isotope اللي غادي يكون عندي ب 70%. Donc c'est pas la même chose. Donc c'est pas معايا مليح. Je vais vous expliquer. Par exemple, si on prend l'exemple, le fameux exemple, c'est celui surtout du magnésium par exemple. Si on prend l'exemple du magnésium. Alors magnésium, on a plusieurs isotopes de magnésium. Suivez avec moi s'il vous plaît. Ou là, on peut prendre plusieurs exemples là. Donc il y a pas que le magnésium, il y a l'exemple aussi les méditations fait trois isotopes. Le carbone, il existe dans la nature aussi sous forme de 3, par exemple, ou là de 2, ou là, peu importe. Chaque élément, il a ses isotopes et il a l'abondance de ses isotopes. Je vais vous donner un exemple, par exemple, du Sb, l'antimoine. L'antimoine, on a deux types d'Sb. On a l'Sb 121, il a A 121, et on a Sb 123. Le Sb 121 et le Sb 123 sont des isotopes, n'est-ce pas? À 12 c'est des isotopes. هذا il existe dans la nature avec un pourcentage de 52%. Et هذا il existe dans la nature avec un pourcentage de 48%. Alors تبعوا معايا مليح. Pour prendre la masse, et quand je vous dis attendez la masse atomique تاع الSB. masse atomique تاع SB وحده. اش غادي ما غاديش تقولوا لي 121. علاه؟ كون تقولوا لي 121 ما غادي تحقروا هذا.
123 غادي يتحقروا وكون تقولوا لي بلي 123 غادي يتحقروا 121. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire la moyenne entre les deux. Mais vous n'allez pas quand même faire 121 plus 123 divisé par 2. Allez, quand dire 121 plus 123 divisé par 2, c'est comme si vous considérez que le SB121 ou SB123 alors kiff, alors que non. Le SB121, il est encore plus présent par rapport au SB123. Ouais, 52%, l'autre 48%. Ce n'est pas la même chose. D'accord? C'est comme par exemple, qui coûte ici. En tout cas, maths, coefficient de c'était 5, par exemple, pour les scientifiques, 6 pour les mathématiques. Mais arabe arabe, c'était coefficient pictaha, par exemple, 3. Sciences islamiques, c'était coefficient de... Donc, les coefficients ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc, quand vous voulez calculer votre moyenne, donc vous n'allez pas calculer la moyenne à maths plus à arabe plus à sciences islamiques divisé sur 3. Comme ça, vous allez considérer que les 3 matières sont les mêmes. Donc, pour donner à chaque matière l'importance de ha, vous multipliez le coefficient fois la moyenne. Donc, c'est comme ça, fois la moyenne à maths, d'accord? Plus 3 fois la moyenne à l'arabe, plus 2 fois la moyenne à sciences islamiques, etc. Donc, c'est ça. La même chose dans les isotopes. Si SB121 il est présent avec 52%, donc je dois multiplier 52 fois 121. Et si le SB123 il est présent avec 48%, donc je dois multiplier 123 fois 48. Et j'ai la somme de tout qui est 100%. Donc je divise par quoi? Je divise par 100. Je divise par 100. Comme ça, j'aurai la masse molaire de l'antimoine. Sans dire qu'on parle de l'antimoine 121 ou de l'antimoine 123. C'est une masse molaire, c'est un l'antimoine qui m'aide. D'accord? Donc, d'ici, on comprend une chose. La masse molaire, c'est un élément qui a des isotopes. Il y a des isotopes dans la nature. La masse molaire, c'est M égale à la somme de XI, MI. D'accord? Tout est divisé par 100. XI, c'est l'abondance naturelle. Abondance naturelle, ça veut dire que c'est la nature. Ou MI, c'est la masse molaire de tous les isotopes. Ou la masse molaire de tous les isotopes, منين تخرجوها من القطع هذاك الإيزوتوب ولا ما ولا عطاوكم la masse molaire تاع هذاك الإيزوتوب بدوها. Sinon لا ما عطاوها لكمش directement خرجوها من القطع. D'accord? Et comme ça vous aurez la masse molaire moyenne تاع l'élément تاعكم ماشي تاع l'isotop mais تاع كاع l'élément تاعكم par exemple تاع l'antimoine ولا تاع المغنيسيوم ولا تاع l'hydrogène ولا تاع n'importe quel élément. D'accord? Donc est-ce que vous avez compris la notion de la masse molaire moyenne des isotopes? Très bien. Donc, puisque vous avez très bien compris, on peut avancer vers d'autres notions. Alors, il existe un petit problème avec le logiciel, mais ça se règle. Hein. Je sais comment régler le problème. Il faut juste me donner 1 minute et je reviendrai. Alors, on va passer ça et ensuite, on revient. Here was a porter. Good. Yeah, I'm thinking about that. Can I just get it out to you? We were like, but not. I look, if you really out there, I pulled there. Allez, on va continuer. Donc, on va
parler maintenant sur quelques scientifiques qui sont inclus dans généralement les problèmes, le programme des sciences médicales et sciences biologiques en Algérie et aussi en France. Donc on doit parler sur ces notions. Alors on a le premier scientifique qu'on appelle Antoine Lavoisier. Donc Antoine Lavoisier est venu bien après plusieurs autres scientifiques qui lui précèdent, notamment Jaber Ibn Hayyan, qui a précédé les travaux de Antoine Lavoisier, donc qui a continué sur les travaux de Jaber Ibn Hayyan. Alors, Antoine Lavoisier, il a fait des expériences et ensuite il a compris une chose. Il a ramené une loi très importante qu'on connaît tous, c'est la loi de conservation de la masse. Qu'est-ce que ça veut dire la loi de conservation de la masse? C'est ce qu'on appelait en arabe la masse, القانون الانحفاض الكتلي. قانون الانحفاض الكتلي. Oui, voilà. الانحفاض الكتلي, très bien. Donc c'était la loi de conservation de la masse. Ça veut dire que le كتلة محفوظة. Alors suivez avec moi, Lavoisier, qu'est-ce qu'il a compris? Alors, il a compris si j'ai des réactifs, ça veut dire متفاعلات. Par exemple, متفاعل A. Et que ce متفاعل, il va réagir avec un autre متفاعل B. Bon, on va présenter ça par exemple en noir. متفاعل B, ok? Et le résultat, il aura toujours des produits, d'accord? Par exemple, par exemple C, voilà, et D, et même peut-être K, etc. Ok? Donc, il a trouvé que si on calcule la masse de nos produits et qu'on calcule la masse de nos produits et de nos réactifs, donc ça serait toujours la même. Ça serait toujours la même. Ça veut dire que ça va pas changer. La masse ما تتبدلش. نفس الكتلة اللي تفاعلت هي نفسها غادي تخرج نتيجة تاع مجموع تاع كاع النواتج. Donc, il a compris, Antoine Lavoisier, que il y a une loi de conservation de la masse. Ça veut dire que rien ne va se perdre. Que rien ne va se perdre. Et que rien ne va se créer. D'accord? Et que tout va se transformer. Pourquoi? Alors, هنا حتى حاجة ما فقدناها. Toujours, ما فقدناش حاجة هباء منثورة. قلنا بلي tout est conservé. نفس الكتلة اللي تفاعلت هي نفس الكتلة اللي خرجت لنا. حتى حاجة ما جاتنا من العدم. Donc rien n'a été créé. Toujours الكتلة اللي تفاعلت هي نفس الكتلة اللي خرجت لنا. Ok? Mais tout a... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé. On remarque le A ou le B. Là, les produits sont différents par rapport à nos réactifs. Donc, ils se transforment, oui. Ils يبدلوا la nature. بالك يبدلوا même l'état. يكونوا solides ou gazeux, يكونوا مش عارف أنا. D'accord? Donc, il y a une transformation, il y a un changement, il y a tout ça. Mais, en matière de masse, rien n'a changé et rien n'a été perdu et rien n'a été créé. Il n'y a que une transformation des choses. D'accord? Donc, c'était ça, le concept de Antoine Lavoisier. C'est un principe très important à comprendre, très important à assimiler. Dites-moi si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je continue. J'arrête. Si vous avez compris, je continue. Ouais. Alors, je vous ai perdu, mes chers camarades. Vous m'entendez? Très bien. Alors, je vous vois. Tout le monde a compris. On peut continuer. Très bien. Alors, je répète une dernière fois le concept de Lavoisier pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, suivez avec moi, je répète. Donc, on a des réactifs. Les réactifs, des produits. Les produits تبدلوا. Par rapport aux réactifs, les produits شداروا تبدلوا. كحسبنا la masse, الكتلة تاع les réactifs, la كتلة تاع les produits, c'est toujours la même. Sauf que il y a une transformation. Donc حتى حاجة ما غادي تنفقد وحتى حاجة ما غادي تكريا من العدم.
c'est juste qu'il y a une transformation. Il y a ce que les choses يبدلوا l'état. C'est tout. Mais حتى حاجة ما غادي تتكريا وحتى حاجة ما غادي تفقد من العدم ولا حتى حاجة ما غادي تتكريا من العدم. Il y a juste une transformation. Donc, d'ailleurs, c'était ça, le concept de principe de la conservation de masse. Alors, on continue. Et on va aussi expliquer d'autres concepts et d'autres scientifiques qui ont aussi travaillé sur pas mal de concepts. Alors, il y a d'autres scientifiques qui ont travaillé pas mal de concepts. Il y a par exemple Proust. Proust aussi, il a travaillé sur un concept qu'on appelle la loi donc de proportion définie. C'était bien sûr le concept de Proust. Alors, je vais vous expliquer. Maintenant, Hadana Lavoisier, on va parler sur Proust et qu'est-ce qu'il a fait. Alors, par exemple, si vous allez prendre, exemple immédiat en tutorat présentiel, si vous allez prendre, par exemple, Taibo Cookies. Cookies et donc, firme des grains en chocolat. N'est-ce pas? Firme de la farine, firme Hedi, firme Heda. Donc, vous allez mettre, par exemple, 15% grains en chocolat. Vous allez mettre, par exemple, 25% farine, je sais pas, 25% par exemple sucre, etc. Si vous allez si vous allez préparer une autre très grande cookie, peut-être قد واحد, d'accord? Et le cookies toujours fier des grains en chocolat. Bien sûr que les grains en chocolat vont être encore très importants et que la quantité de la farine, elle va être très importante et que la quantité du sucre, elle va être très importante. Mais le pourcentage, est-ce qu'il sera toujours le même? Vous allez toujours mettre 15% de grains de chocolat, vous allez toujours mettre 25% de farine, vous allez toujours mettre 25% de sucre. Malgré la quantité kbira, le pourcentage toujours le même, ok? Et donc c'était ça le concept de Proust, que il y a toujours une proportion définie. في الشيمي في حاجه تتفاعل مع حاجه بكونتيتي صغيره، كونتيتي كبيره سي نفس النسبه تاع ديك الحاجه اللي غادي تتفاعل مع نسبه اخرى. Et d'ailleurs c'était ça le concept ou le principe de Proust. Un autre principe, جابه Dalton. Dalton j'ai un principe. D'ailleurs, Dalton, il a fait des ouvrages très importants. Il a fait aussi des hypothèses sur la schématisation de la structure, les atomes, pardon. Donc, il a fait beaucoup de réalisations. Alors, Dalton, j'ai vu une loi qu'on appelle la loi de proportion multiple. Alors, quelle est cette loi? Alors, Dalton remarqua par exemple ici, il va faire réagir, je vous donne un exemple. S'il va faire réagir par exemple 1 gramme, c'est juste un exemple hypothétique. S'il va réagir 1 gramme d'hydrogène, remarquable, il doit réagir 7 grammes d'hydrogène par exemple avec 1,33 grammes d'oxygène. Ou les 2,66 grammes d'oxygène. Alors, il se dit pourquoi 1 gramme d'hydrogène mais réagit avec 1 gramme d'oxygène. Ou là, pourquoi 1 gramme d'un élément X mais réagit avec 1 gramme d'élément Y? C'est parce que la taille de nos atomes et la masse de nos atomes n'est pas la même. Qu'un atome qui vient à l'atome. Par exemple, ici, l'oxygène qui vient à l'hydrogène. Donc, pour ramener la même quantité, si on ramène la même quantité de l'hydrogène et la même quantité de l'oxygène, donc on doit avoir la même quantité de l'oxygène et de l'hydrogène, mais non pas la même masse. Malgré c'est la même quantité. Parce que chaque atome d'oxygène, il pèse plus par rapport à chaque atome d'hydrogène. Et cette différence va créer une différence donc de masse et automatiquement, on a une différence de masse. C'est ce qu'on appelle la loi de proportion multiple. Donc même quand Kabrot aura toujours une différence de masse. Par exemple, un seul élément de X, il peut réagir avec 3 éléments de Y. Dans une petite quantité ou dans une grande quantité, c'est toujours 3 éléments d'Y qui vont réagir avec un seul de X. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la loi de proportion multiple.
On continue donc notre travail avec le reste des notions. Et on va essayer de parler sur la théorie de Bohr. Où on va commencer avec le modèle de Bohr. Et je répète, le modèle de Bohr, c'est le modèle le plus simple, c'est le modèle atomique le plus simple, comme j'avais déjà dit dans les tutorats précédents en présentiel. Alors, si vous avez des questions sur les notions précédentes, n'hésitez pas à les poser et dites-moi si vous avez très bien compris ce que j'ai déjà expliqué. Écrivez sur la messagerie pour que je puisse savoir. Très bien, donc je pense que vous avez compris le concept. Maintenant, on peut avancer vers le modèle de Bohr. Alors, tu vas m'aïe Bohr, c'est égal. Bohr, c'est le concept le plus simple, d'accord? C'est la structure la plus simple de l'atome, d'accord? C'est la structure la plus simple de l'atome. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Bohr? Je dois répondre à quelques questions. Alors, la loi de Dalton, c'est juste qu'il y a des proportions multiples. Mais c'est par exemple, qui غادي تلاقي il y a 1 gramme d'hydrogène. بغيت تجيبي نفس الكميات على الهيدروجين ونفس الكميات على l'oxygène. Tu vas pouvoir, par exemple, tu ramènes une mole d'oxygène ou tu vas ramener une mole d'hydrogène. D'accord? وبغيت ترياجيهم مع بعضهم بعض. هنا جبتي نفس الكمية. Mais par contre, une mole d'oxygène شحال 1 gramme. Une mole de 16 grammes. Une mole d'hydrogène شحال 1 gramme. Remarquez la différence في la masse. Malgré, on parle d'une mole, c'est la même quantité. بصح واحدة توزن 16 grammes, واحدة توزن 1 gramme. علاش؟ Parce que les atomes d'oxygène, ils pèsent beaucoup plus par rapport à l'atome d'hydrogène. Et donc, il y a une loi de proportion multiple. Et c'était ça le concept de Dalton. Alors, je continue. Pourquoi avons-nous besoin de ces lois? Donc, ça, c'est juste pour vous expliquer qu'il va chercher la structure atomique. D'accord? Donc, c'est des concepts de cours. Alors, on va essayer de parler maintenant sur le modèle de Bohr. Le modèle de Bohr, donc, c'est le modèle, je répète, le plus simple en chimie. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris la loi de Dalton, donc, vous pouvez revenir par la suite dans les enregistrements que je vais poster et vous allez retrouver donc l'explication de la loi de Dalton. Je répète une dernière fois. Donc, la loi de Dalton, je répète. La loi de Dalton veut dire la loi de proportion multiple. Ça veut dire que les proportions ne sont pas les mêmes. D'accord? Les proportions ne sont pas les mêmes. Je répète. C'est comme si, par exemple, il y a 4 أصحاب. هنايا 4 أصحاب راهم معنا. C'est des 4 amis. Et هادو 4 دايمين مع بعض. بانت لهم كسا يروحوا à une pizzeria. D'accord? بانت لهم يروحوا pizzeria. Ces 4 amis, ils adorent les pizzas. D'accord? On a 4 amis. On va imaginer qu'on a 4 amis. Voilà. Donc, 4 amis. Et ces 4 amis, ils aiment beaucoup les pizzas. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun d'entre eux, il va commander une pizza. Par exemple, le premier va demander la pizza végétarienne. Le deuxième, il va demander pizza, par exemple, mexicaine. Troisième, il va demander, par exemple, pizza Prado, par exemple. Prado. Et un quatrième qui va demander, par exemple, chef, pizza chef. Alors, est-ce qu'ils ont demandé la même pizza? Non. Rutherford, c'est un concept que nous avons expliqué au début du cours. Donc, je répète. Est-ce que les 4 gens ont pris la même pizza? Non. Mais le résultat, c'est que nous les 4, on aime beaucoup quoi? On aime beaucoup la pizza. Malgré, c'est pas la même